Merci beaucoup de l'invitation à ce colloque passionnant. Alors, je voudrais aborder ici la question de la spécificité de la littérature et aussi de l'art à travers le problème que posent les discours de haine. Prohibés en Europe, les discours de haine sont un enjeu de débat actuel dans l'ère anglophone. En Europe, cette interdiction est contestée par les intellectuels d'extrême droite tels que Zemmour. Alors, du point de vue légal, le débat sur les discours de haine soulève deux questions. Qu'est-ce qu'on inclut dans cette catégorie de discours de haine? Et la deuxième, c'est comment réconcilier ce principe d'interdiction avec le principe démocratique de liberté d'expression. Alors, ces questions figurent dans une recommandation de la Commission européenne de 97 sur les discours de haine, qui encourage les États membres à prendre des mesures contre l'incitation à la haine raciale, nationale et religieuse, tout en soulignant, je cite, la nécessité de, je cite en traduisant, la nécessité de réconcilier la lutte contre le racisme et l'intolérance avec le besoin de protéger la liberté d'expression pour éviter de saper la démocratie au motif de la défendre. La Commission européenne invite aussi au respect de l'indépendance éditoriale et de l'autonomie des médias. En 2015, une recommandation de la Commission contre le racisme et l'intolérance étendait le champ d'application de cette notion à la haine pour les personnes à raison de leur sexe, genre et orientation sexuelle. Donc elle définit le discours de haine comme, je cite à nouveau, la présupposition injustifiée qu'une personne ou un groupe de personnes sont supérieurs à d'autres. Cela incite à des actes de violence ou de discrimination, sapant le respect des groupes minoritaires et nuisant à la cohésion sociale. Et dans la catégorie des groupes vulnérables figurent là les groupes LGBT, définis comme ces groupes qui sont l'ensemble de ces groupes, particulièrement l'objet de discours de haine qui, donc, ça varie selon les circonstances, mais cela peut inclure, selon la Commission, les demandeurs d'asile, les réfugiés, d'autres immigrants et migrants, les communautés noires, juives, roms, ainsi que les minorités religieuses, historiques, ethniques et linguistiques, et les personnes LGBT, et notamment les enfants et jeunes personnes appartenant à ces groupes. Donc, c'est les catégories citées. Donc, malgré cette conscience accrue de la vulnérabilité des groupes, de certains groupes, au moment où les régimes illibéraux interdisent la représentation de l'homosexualité et condamnent les pratiques LGBT+, la France est un des rares pays à avoir étendu la catégorie de discours de haine aux personnes LGBT. Et le discours sexiste n'y est pas inclus, considérant sans doute que cela imposerait de trop grandes restrictions à la liberté d'expression. Je m'en tiendrai ici au discours raciste parce que c'est là que la friction entre les écrivains d'extrême droite et la loi est la plus manifeste, mais je voulais rappeler la question de l'extension de cette catégorie aux groupes vulnérables parce qu'elle est pertinente, il me semble, pour la problématique du forum sur les inégalités. Avant de venir à la spécificité littéraire, je voudrais aussi dire que je préfère appeler ces propos haineux discours de stigmatisation, comme je l'ai expliqué dans mon livre Des mots qui tuent. La raison en est que la haine renvoie au sentiment de celui qui tient ces discours, tandis que la stigmatisation renvoie à leurs effets sur les personnes. Or, toute la problématique des restrictions à la liberté d'expression est de montrer en quoi des mots peuvent avoir des effets. Dans les lois sur la liberté de presse, le rapport entre les mots et les actes est envisagé sous deux rapports pour limiter la liberté d'expression. Donc, c'est tantôt l'incitation au délit ou au crime qui peut prendre la forme de l'apologie, l'idée que la parole a un pouvoir incitateur. Et le deuxième ensemble, ce sont des discours qui sont considérés comme performatifs, tels que les discours de, enfin c'est moi qui utilise le terme bien sûr, tels que les discours de haine, donc ils sont considérés comme un délit en soi, même sans appeler au crime, par exemple le racisme ou toute attaque contre une personne à raison de ses croyances religieuses ou de son origine ethnique. Et donc c'est cette deuxième catégorie qui m'intéresse ici. Pourquoi et comment des propos peuvent-ils être considérés comme délictueux ou criminels? Il y a des notions comme celle d'obscénité ou de pornographie ou encore celle de blasphème qui servent à poursuivre. Il y a aussi au niveau individuel la diffamation et l'injure. Alors on peut se demander, dans le cas de l'obscénité, qui fut un des principaux motifs de poursuite de la littérature et de l'art, en quoi ces discours sont performatifs et ce qu'ils performent. Lors de son procès, en 1884, le jeune écrivain Louis Desprez a contesté la loi interdisant l'obscénité en arguant qu'il n'y avait pas de corps de délit. C'est aussi l'argument du philosophe revengien dans sa réflexion sur la liberté d'expression.
On peut faire la même réflexion sur le blasphème. Quand on attaque la religion, on s'en prend à une idée abstraite, même si on blesse les sentiments de personnes, mais on ne leur fait pas de tort. Il n'en va pas de même lorsqu'on attaque un groupe de personnes pour ce qu'elles sont ou pour ses croyances. Alors, au XIXe siècle, la loi française protégeait des entités abstraites comme le régime ou la religion, c'était pour le régime monarchique, afin de préserver l'ordre social. Cette restriction a été abolie par la grande loi de 1880 sur la liberté d'expression, la grande loi républicaine. Aujourd'hui, ce sont les personnes plutôt que les entités abstraites qui sont protégées. Parmi les restrictions maintenues, voire renforcées, l'interdit qui pèse sur la diffamation et l'injure montre que la loi tient compte du tort causé à une personne par des propos. Bon, l'obscénité avait été maintenue aussi, il est toujours, mais bon, on pourra peut-être dans la discussion y revenir. En tout cas, il est intéressant de noter qu'au XIXe, pour contourner l'interdit de critiquer la religion, les écrivains et intellectuels visaient ses représentants ou les croyants. Par exemple, Béranger critiquait les prêtres dans ses chansons, ce qui ne lui a pas évité d'ailleurs 3 procès. Or, aujourd'hui, alors que le blasphème n'est plus un crime selon la loi française, les attaques contre des croyants peuvent être considérées comme des discours haineux. Se pose aussi la question de la limite entre critique et propos haineux, dont témoignent les vifs débats suscités par les caricatures de Mahomet et des musulmans, sans parler des autodafés du Coran. Alors, la notion de stigmatisation me semble plus appropriée pour penser l'effet performatif opéré par ce type de discours ou de représentation, et elle me paraît l'équivalent de la diffamation au niveau du groupe. Je m'appuie sur la notion de stigmate de Goffman, la notion d'acte de langage d'Austin, sur la dimension performative, et sur la théorie de la violence symbolique de Bourdieu pour établir les fondements théoriques de cette notion de stigmatisation. Selon Bourdieu, je cite, le pouvoir symbolique comme pouvoir de constituer le donné par l'énonciation, de faire voir et de faire croire, de confirmer ou de transformer la vision du monde, et par là l'action sur le monde, donc le monde, pouvoir quasi magique qui permet d'obtenir l'équivalent de ce qui est obtenu par la force physique ou économique, grâce à l'effet spécifique de mobilisation, ne s'exerce que s'il est reconnu et donc méconnu comme arbitraire. Donc le pouvoir symbolique est défini comme le pouvoir de créer la réalité en faisant adhérer à des croyances et à une vision du monde. Il y a un effet de mobilisation. Or, on peut définir le racisme comme la réduction d'une personne à ses origines ethniques ou à sa couleur de peau. La personne est perçue à travers cette catégorie raciale à laquelle on prête un certain nombre d'attributs indépendamment de tout autre savoir à son propos. C'est la fonction des stéréotypes. Ces attributs sont généralement négatifs et stigmatisants. Les représentations racistes essentialisent une identité pseudo-raciale. Elles produisent une perception négative des individus appartenant au groupe. Le sociologue Erving Goffman a élaboré la notion de stigmate comme une marque d'infamie, de discrédit ou de dénigrement. Le stigmate est apposé par le groupe à un groupe d'individus en raison de leur écart à la norme, personnes handicapées, homosexuels, juifs, etc. Donc ça, c'est les cas dont il traite. Si je me concentre sur les discours racistes et antisémites, mais cela s'applique aussi aux autres groupes constitués par ces stigmates, les représentations stigmatisantes sont ancrées dans une histoire, celle des théories raciales du XIXe siècle, ayant servi à justifier la colonisation et qui, même si elles ont été reconnues fausses, persistent dans l'inconscient collectif occidental par inertie, mais aussi par le biais de leur réactivation dans les représentations passées et présentes véhiculées à travers les familles, l'école et les médias. Et elles se greffent sur d'autres traditions de stigmatisation comme l'antijudaïsme chrétien. L'islamophobie a également une composante raciste sous ce rapport, car elle assigne aux musulmans certains traits en tant qu'ils sont musulmans. Alors, ce racisme se camoufle aujourd'hui derrière des arguments culturalistes. Par exemple, Alain de Benoît, un des fondateurs du GRES, le groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne et de la nouvelle droite, qui prônait à l'époque un racisme européen, a transformé par la suite le racisme biologique en racisme culturel ou ethno-différentialiste dans le cadre d'une stratégie visant à légitimer et rendre respectables les idées d'extrême droite. Alors on retrouve ce racisme culturel dans la notion de choc de civilisation de Huntington ou dans le dialogue Houellebecq-Onfray dans la revue Front populaire l'année dernière. Ces discours de stigmatisation légitiment non seulement la haine, mais aussi les actes de discrimination individuelle et collective
envers les groupes stigmatisés, et ils exercent donc un véritable pouvoir performatif puisqu'ils légitiment la mise au ban d'individus du fait de leur origine, de leur religion, de leurs convictions. Ils agissent dans ces cas à la manière de prophéties autoréalisatrices, self-fulfilling prophecies, pour reprendre une notion que le sociologue Robert Merton a appliquée au racisme. En effet, aussi faux soient ces discours, le fait qu'ils soient tenus pour vrais a des conséquences en donnant corps et forme à des croyances collectives, en incitant à la haine et au rejet des individus et groupes concernés, ils légitiment quand ils ne justifient pas explicitement l'exclusion et les actes de violence dont ces individus sont victimes et qui peuvent aller jusqu'au massacre de masse et à l'extermination. En ce sens, ils ne peuvent être considérés comme des opinions, comme le revendiquent certains penseurs d'extrême droite, pour réclamer leur légalisation au nom de la liberté d'expression. Alors juste pour rappel, c'est face à l'explosion de publications antisémites, dont les pamphlets de Céline faisaient partie, dans la France des années 30, explosion favorisée par leur légitimation par le régime nazi en Allemagne, qu'ont été promulgués les décrets-lois Marchandeau du 21 avril 1939, afin de prévoir des poursuites lorsque, je cite, la diffamation ou l'injure commise envers un groupe de personnes appartenant par leur origine à une race ou à une religion déterminée aura eu pour but d'exciter à la haine entre les citoyens ou les habitants, et donc ça visait à lutter contre la et visant à lutter contre la propagande étrangère. Donc ces décrets ont été abrogés par le régime de Vichy, qui a créé un statut des Juifs réclamé de longue date par Charles Maurras et l'Action française, leur interdisant l'accès à la fonction publique, à l'espace public et aux professions libérales avant de les livrer aux Allemands. Alors ces décrets-lois, réactivés après la guerre, posent les prémices de la loi Pleven de 1972 contre le racisme et l'antisémitisme, étendue en 90 à l'appartenance et à la non-appartenance ethnique et à une nation, donc contre la xénophobie. Et c'est cette loi qui est combattue par les Zemmour, Richard Millet et autres intellectuels d'extrême droite. Il y a des équivalents ailleurs, par exemple au Danemark, en Allemagne. En Allemagne, c'est l'incitation à la haine à l'encontre d'une minorité. Au Canada, ce sont les groupes identifiables. Donc, une fois de plus, ici, c'est le discours ou la représentation qui sont condamnés comme des crimes, c'est-à-dire comme l'acte condamnable en soi, indépendamment du fait qu'ils aient été suivis d'action ou non. Alors, qu'en est-il de ces discours de stigmatisation en littérature? La parole des écrivains et des intellectuels est dotée d'une autorité du fait du capital symbolique associé à leur auctorialité. Dans mon livre La responsabilité de l'écrivain, j'ai montré comment les écrivains avaient été à l'avant-garde des luttes pour la liberté d'expression et comment ils étaient parvenus à faire reconnaître l'autonomie relative de la création littéraire, y compris par les tribunaux, bien qu'il n'y ait pas d'exceptio artis dans le droit français. Et pas de distinction entre liberté d'expression et liberté de création, on vient d'en parler. Donc ce principe de liberté de création artistique a été adopté effectivement par le gouvernement français par une loi de 2016, mais sa traduction en droit est pour le moment inexistante, même si de fait en pratique elle apparaît dans la jurisprudence déjà bien avant, et l'Observatoire pour la liberté de création de la Ligue des droits de l'homme œuvre pour sa prise en compte. Donc si la distinction n'existe pas de jure, elle est opérée de facto par les tribunaux. Qu'est-ce que cette distinction recouvre? Premièrement, depuis le XIXe siècle, comme je l'ai montré, les écrivains réalistes comme Balzac réclamaient la distinction entre représentation et apologie, qui est désormais prise en compte par les tribunaux. Donc représenter le mal n'est pas en faire l'apologie. Deuxième chose, la fictionnalité établit une distinction entre la parole des personnages et la parole de l'auteur. En littérature, on distingue aussi la voix du narrateur, qui ne s'identifie pas non plus nécessairement à celle de l'auteur et qui peut introduire une distance par l'ironie, par exemple. Troisième point, le genre littéraire implique des conventions de lecture et le langage poétique peut avoir une dimension métaphorique. Se pose donc la question de la littéralisation. Par exemple, le poème Front rouge d'Aragon, commencé par Feu sur Léon Blum, est-ce un appel au meurtre? Dans sa défense, André Breton avait dit que la poésie étant l'expression de l'inconscient, on ne pouvait tenir l'auteur pour responsable de ses actes. Alors, certains genres sont considérés à juste titre comme plus politiques, le pamphlet et la satire. Le pamphlet était historiquement considéré comme un genre dangereux parce que court à l'époque, au début 19e, enfin jusqu'à la fin 19e, c'est un genre court qui s'adresse à un public large et vise à orienter l'action.
La satire avait, avec le temps, a bénéficié d'une tolérance parce que relevant de la liberté de critiquer. On peut ainsi établir une distinction selon le type d'écrit, même si la frontière n'est pas toujours évidente pour les écrivains. Ainsi, lors de l'apparition du premier pamphlet de Céline, Bagatelle pour un massacre, en 1937, donc avant la loi Marchandeau, donc c'était parfaitement légal à l'époque, il y a eu un débat entre Jacques Maritain, qui en dénonçait l'antisémitisme, et André Gide, qui voulait maintenir Céline au pôle autonome du champ littéraire, et qui disait donc qu'il voyait dans les Juifs une métaphore. Le travail de reconstitution des sources d'extrême droite des pamphlets de Céline par Alice Kaplan ne laisse aucun doute sur la nature de ce texte, certes émaillé de passages poétiques qui les relient à son œuvre littéraire, tout comme le style, mais cette dimension poétique et stylistique a servi d'argument à un spécialiste, Régis Tetamanzi, pour rééditer les pamphlets en affirmant leur importance pour comprendre l'œuvre de Céline. Donc là, on est dans la problématique de l'homme et de l'œuvre. Cette opération a pu s'effectuer au Québec parce que les pamphlets étaient tombés dans le domaine public, dont enfin, le délai est plus court qu'en France. Gallimard a aussitôt voulu en proposer une édition, critique bien sûr, mais en collection blanche, avec Pierre Assouline comme préfacier et caution. Il y a eu une levée de boucliers contre ça, d'ailleurs j'y ai participé avec Tiffaine Samoyau. Personnellement, j'ai invoqué la dimension commerciale et la signification de cette réédition dans un contexte de montée de l'extrême droite où, en fait, ces pamphlets seraient légitimés par une parution en collection blanche chez Gallimard et pourraient servir de précédent. Bon, ça se discute, hein, bien sûr, mais voilà. Alors, les écrivains et intellectuels d'extrême droite contestent, je l'ai dit, la loi de 72. Zemmour y consacre un paragraphe entier dans le suicide français, j'y reviendrai. Millet dénonce l'idéologie dominante antiraciste, et Renaud Camus la transgresse désormais dans la semi-clandestinité. Cependant, elle ne s'applique pas aux œuvres de fiction tant que l'on peut imputer les propos racistes ou antisémites à des personnages fictionnels. C'est le sens de la distinction entre représentation et apologie. Par exemple, dans le roman Le procès de Jean-Marie Le Pen de Mathieu Lindon, qui a été poursuivi et condamné, poursuivi en diffamation par Jean-Marie Le Pen, personne n'a eu l'idée de le poursuivre en raison de représentations racistes et antisémites et aussi islamophobes qui sont attribués dans le roman à des militants du Front National, puisque c'est un principe de réalisme d'attribuer ces représentations à ces militants. Or, comme je l'ai montré dans mon livre, les procédés de fictionnalisation ont toujours été un moyen pour contourner la censure, pour le meilleur et pour le pire. Et de nos jours, les écrivains d'extrême droite y recourent pour contourner la loi de 72 et diffuser des discours racistes dans l'espace public. Ainsi, en 2012, le roman Pogrom de Beni Burkel, qui véhicule des discours ouvertement antisémites et qui est dédié aux Noirs et aux Arabes, a suscité une vaste polémique publique au point d'être poursuivi par le parquet, mais n'a pas été condamné malgré les ambiguïtés quant à l'attribution des discours et la proximité entre le narrateur et l'auteur. Je renvoie à la critique qu'en a faite Jean-Claude Poisat dans lelittéraire.com, et Anna Arzumanov a aussi analysé ce texte. Chez Houellebecq, il y a un jeu habile avec le jeu du narrateur, laissant entendre une connivence avec l'auteur à qui il ressemble pour certains traits, sans assumer le pacte autobiographique. Le héros de Plateforme de Houellebecq s'appelle Michel, le récite à la première personne, mais il y a suffisamment de différences aussi. Voilà. Donc, dans les deux cas, les valeurs pénalement répréhensibles, comme le racisme, l'antisémitisme et l'incitation à la haine en raison d'une origine religieuse, restent internes à l'univers fictionnel, même si elles débordent et se transforment en discours. Par exemple, le narrateur intradiégétique interne à l'univers fictionnel de Plateforme, qui a perdu sa compagne dans un attentat terroriste, se livre à une haine sans retenue à l'égard des musulmans, éprouvant, je cite, un tressaillement d'enthousiasme chaque fois qu'il apprend le meurtre par balle d'un enfant ou d'une femme enceinte palestinien. Dans le cas de Plateforme de Houellebecq, le discours islamophobe proféré par 4 personnages adjuvants, dont un musulman, n'est jamais contredit dans le texte où il est question d'un attentat terroriste perpétré par des islamistes. Le critique Jérôme Mézot a analysé l'ambiguïté inhérente à ce roman qui peut se lire à 2 niveaux, celui d'un roman à thèse islamophobe et celui plus distancié au second degré, comme un pastiche, ces 2 niveaux de lecture coexistants.
En même temps, les prises de position de Houellebecq dans les médias, quand il qualifie, l'islam de religion la plus con, dans un entretien pour le magazine Lire, en 2001, positionnent l'auteur par rapport à la fiction, signifiant une connivence dans une stratégie de scandale médiatique qui favorisera les ventes du livre sans exposer l'auteur à des sanctions pénales du fait du respect de l'autonomie des univers fictionnels comme pour, Pogrom. Alors, je voudrais montrer à travers son cas, celui de Renaud Camus et celui de Zemmour, que l'œuvre littéraire véhicule bien une vision du monde raciste, qui est celle de l'auteur. À l'époque, pourtant, Houellebecq se défaussait de toute responsabilité, se défendant d'être un auteur ou un intellectuel engagé. Je cite, me demander un avis sur un sujet quand on me connaît, c'est absurde, parce que je change d'avis assez fréquemment. Pourtant, sur ce sujet précis, l'auteur de Soumission fait preuve d'une constance à toute épreuve, une constance donnant prise à une interprétation de cette fiction politique de Soumission qui narre l'accession d'un parti musulman au pouvoir en France comme un roman à thèse également, bien qu'elle se prête à la même double lecture que Plateforme du fait de la dimension ironique. À présent, il s'engage, se dévoile, notamment dans le dialogue avec Onfray dans Front Populaire, où Houellebecq se dévoile ici de façon stratégique. Il va jusqu'à espérer une victoire du suprématisme blanc aux États-Unis pour sauver l'Europe du grand remplacement qui, pour lui, est une évidence statistique. Il dit être moins dérangé par le métissage ethnique que par le mélange culturel, par la religion. Il vise clairement ici l'islam, ce qui n'est pas nouveau, mais prend une forme clairement idéologique. Avec Onfray, tous deux se revendiquent populistes, c'est une forme de national-populisme de droite. Le peuple, selon eux, ne se compose que de nationaux, à l'exclusion des immigrés et étrangers, lesquels ne devraient pas bénéficier de droits sociaux ni de soins et devraient être refoulés aux frontières ou renvoyés chez eux. Et il y a une dimension culturaliste, en référence à Huntington d'ailleurs, qui essentialise la religion pour euphémiser le racisme de cette vision du monde inscrite dans la filiation de la défense de la civilisation une et unique qui unissait la droite conservatrice et l'extrême droite dans l'entre-deux-guerres. Dans le cas de Houellebecq, on voit donc une cohérence entre l'œuvre et l'engagement qu'il affirme publiquement une fois sa stature d'écrivain établie et le contexte s'y prêtant. Jusque-là, il a été assez prudent. Et cela révèle d'une certaine manière, la fonction politique des œuvres, le sens littéral, l'emporte sur le pastiche, sans qu'on puisse pour autant faire disparaître leur ambiguïté et les lire de manière univoque. Je dirais un mot du cas de Renaud Camus pour montrer aussi qu'entre son engagement et l'œuvre littéraire, il n'y a pas coupure mais continuité sous forme de radicalisation. Analysant les journaux, chroniques et romans qui ont précédé la campagne de France, Hugo Marsan y décèle je cite, une idéologie de la supériorité de l'esthète et il pointe aussi un élitisme réactionnaire émaillé d'insinuations racistes et xénophobes. Son racisme et son essentialisme culturaliste se doublent d'un racisme de classe et d'un racisme de l'intelligence, je reprends le concept de Bourdieu, vision du monde qu'il partage avec Richard Millet. Alors cette idéologie prend une forme dialoguée dans son roman L'épuisant désir de ces choses, paru chez POL en 95, où le protagoniste, figure d'éditeur parisien nommé Jean Deladevèze, tient de longs monologues sentencieux dans un français châtié au cours de repas où il affronte notamment sa fille ralliée à l'extrême gauche et qui s'oppose frontalement à lui, et le petit ami noir de cette dernière que l'auteur fait parler dans un style de jeune de banlieue tranchant avec la norme littéraire incarnée par les discours de l'éditeur. Le roman trompe toutes les attentes, et en particulier celles qui ont trait à la bien-pensance. Le manuscrit haineux et raciste Opus Niger, qui est reçu par l'éditeur, se révèle avoir été écrit par un émigré juif d'Europe de l'Est rescapé de la Shoah. L'éditeur se met en quête de son fils parti au Tibet en compagnie de la petite amie de celui-ci, avec lequel il entame lui-même, l'éditeur, une liaison. Ce roman illustre ainsi le travail d'euphémisation du politique par son esthétisation. La culture littéraire et la maîtrise de la langue servent à Renaud Camus pour légitimer une parole raciste interdite dans l'espace public. Et c'est aussi le cas chez Éric Zemmour, dans une forme différente qui consiste à politiser l'esthétique, démarche typique du pôle polémiste, selon une typologie que je n'ai pas le temps de développer, mais que j'ai développée dans mes livres. Dans le cas de Zemmour, la production littéraire, et je dis juste un mot de Zemmour et je conclus,
La production littéraire est marginale, mais participe d'un engagement idéologique beaucoup moins ambigu. Il est l'auteur de 3 romans, à côté de ses portraits de Balladur et de Chirac. Le Dandy rouge chez Plomb, l'autre est Petit frère chez De Noël, 2004-2008. Alors juste un mot sur Petit frère, donc c'est un roman à thèse contre le multiculturalisme à travers l'exemple d'une cité où la cohabitation entre communautés, portraiturée de façon stéréotypée, voire caricaturale, se tend, conduisant au meurtre d'un adolescent juif par son ami musulman, meurtre dont la motivation antisémite est étouffée par le narrateur, un socialiste de gauche lié au mouvement antiraciste, à la demande de son ami, homme politique de droite désabusé. Voilà, alors bon, je vais pas revenir sur la trajectoire de Zemmour, hein, on sait qu'il a été condamné pour provocation et discrimination raciale. Il a son succès, c'est beaucoup moins littéraire que en fait pour ses romans, que ses essais, et notamment Le Suicide français, qui est devenu un best-seller, s'est vendu à plus de 400 000 exemplaires, et où il élabore une rhétorique fondée sur un système d'opposition qui vise à remettre en cause l'idéologie dominante au nom des valeurs patriarcales. Donc il y a un système d'opposition, supériorité blanche versus antiracisme, universalisme versus multiculturalisme, protectionnisme souverainiste versus néolibéralisme, décadence versus progrès, voilà. Et en fait, parmi les dates marquantes qui ont entraîné la décadence de la France, autour desquelles il construit son discours, il y a la loi Pleven contre la provocation à la discrimination, à la haine, à la violence, la loi Pleven de 72. Bon, je ne vais pas expliquer son explication de pourquoi elle ne tient pas, je vais en venir. Et juste pour dire qu'évidemment, sa candidature à la campagne présidentielle a permis d'imposer nombre de ses idées dans le débat public, dont celle de grands remplacements qu'il partage avec Renaud Camus et Michel Onfray. Donc, pour conclure très vite, si les discours de haine, que j'appelle discours de stigmatisation, ne relèvent pas de l'opinion ni du débat d'idées et font du tort aux personnes et groupes visés en légitimant les discriminations dont ils et elles sont victimes, ce qui justifie l'exclusion de ces discours de la liberté d'expression, leur présence dans la fiction leur confère un statut plus ambigu. Évidemment, il ne s'agit en aucun cas d'appeler à la censure de romans tels que Plateforme ou celui de Renaud Camus, mais plutôt d'appeler à un travail de la critique. Le cas de Pogrom est plus problématique et il faudrait faire appel à la responsabilité des intermédiaires culturels dans ces cas-là. On se demande pourquoi un tel roman a vu le jour, parce que ce n'est pas ses qualités esthétiques qui sautent aux yeux. On peut en outre, d'une part, montrer la vision du monde et l'idéologie foncièrement raciste ou islamophobe dans le cadre de Houellebecq, sous-jacente aux récits produits par des auteurs d'extrême droite qui leur apportent leur caution et légitimité d'écrivain. D'autre part, s'interroger plus largement sur les usages de la fiction pour faire passer des discours prohibés dans l'espace public. Là, j'aurais voulu évoquer la fiction politique publiée par Valeurs Actuelles sur la députée noire LFI Danielle Obono, qui ne relève pas de la littérature, mais qui, sous couvert d'un récit fictionnel à prétention satirique, véhiculait des représentations racistes. Donc la fiction peut être raciste et ses auteurs ont été condamnés en première instance et en appel. Enfin, je n'ai pas eu le temps d'évoquer la littérature pour la jeunesse qui pose, à mon avis, des problèmes spécifiques, car diffuser des représentations racistes aux enfants a un autre impact que pour les adultes. Ça renvoie à l'affaire évoquée par Anna de la réécriture de Roald Dahl ou Agatha Christie, et peut-être qu'on pourra en discuter maintenant. Voilà.